Bonjour, bienvenue sur ma chaîne / mon podcast Camille Artinueva. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cet endroit absolument fabuleux, à mes yeux, le meilleur endroit du monde qui est la Seine. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur la dernière vidéo que j'ai postée donc en format podcast, à savoir la vidéo où j'ai commenté le film Michael. Vous avez été très nombreux à réagir et j'ai vraiment reçu plein de messages d'amour, je pèse le mot, j'avais un petit peu peur quelque part en postant cette vidéo parce que voilà, Michael Jackson évidemment c'est un énorme sujet et le film fait pas mal débat, il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent, voilà. Mais bon, sous ma vidéo j'ai reçu plein de messages absolument adorables et bon, de surcroît mon podcast vient à peine de naître, hein, il est quand même relativement récent et là on a dépassé les 1400 vues. Alors sur YouTube c'est tout petit, à l'échelle de tout YouTube, à l'échelle de mon podcast, et ben vraiment on a fait un petit record d'audience, si je peux appeler ça comme ça, au vu du caractère extrêmement récent de cette chaîne. Donc voilà, merci vraiment pour ça, si jamais il y a des gens qui ont regardé cette vidéo, de surcroît qui ont commenté, et qui passent par là. J'avais dit d'ailleurs que je sortirais la prochaine vidéo beaucoup plus tôt, et finalement, comme j'ai eu examen de chant, etc., ça a pris plus de temps que prévu, j'étais fatiguée, tout ça, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Et donc, la vidéo du jour, comme je l'ai dit, est consacrée à la Seine, et j'avais envie de vous donner mes quelques modestes conseils par rapport à ça. Alors je dis modeste, pas pour me décrédibiliser, au contraire, hein, ça je vais vraiment l'exprimer, je vais vraiment l'approfondir dans cette vidéo. Pour autant, voilà, à 27 ans, j'ai pas non plus une expérience scénique absolument faramineuse. Pour autant, j'ai vécu pas mal de choses et je pense que je suis tout à fait légitime à donner mes quelques modestes conseils. Alors juste, cette vidéo s'adresse, évidemment, elle ne s'adresse pas plutôt aux gens qui ont énormément l'habitude de ça, dont c'est le métier depuis 30 ans, etc. Ça s'adresserait plus aux gens qui débutent un petit peu dans les expériences scéniques, ou alors aux gens qui aimeraient se lancer mais qui osent pas trop, enfin voilà. C'est plutôt à ce public-là que je m'adresse aujourd'hui. Sachant que forcément, moi je vais m'exprimer de mon point de vue et on va voir juste après de quel point de vue je m'adresse spécifiquement. Voilà, ici je vais parler de spectacle vivant, donc c'est extrêmement large. Ce que je vais dire, je pense que ça peut s'appliquer aussi bien à la danse, au cirque, à la musique, au théâtre, à tous les arts vivants que vous pouvez imaginer. Et donc pour clarifier un petit peu ce dont je vais parler et pour que vous compreniez un petit peu plus justement de quel point de vue je parle, donc pour vous décrire un petit peu mes expériences scéniques, donc moi je suis au conservatoire en classe de chant lyrique, j'aimerais beaucoup que ça devienne mon métier, j'aimerais beaucoup être artiste lyrique professionnel. Pour les gens qui connaissent un petit peu le jargon du conservatoire, je viens d'obtenir mon diplôme d'études musicales. L'année dernière, j'ai eu un premier petit rôle dans La Belle Hélène d'Offenbach. Là, il y a une semaine, enfin bientôt une semaine, j'ai été soliste dans un concert de musique sacrée, enfin voilà, je commence à avoir quand même pas mal d'expériences scéniques. Mais j'adore aussi faire des imitations depuis toute petite et j'ai eu l'occasion de présenter quelques spectacles sur scène, même si c'est une activité plus secondaire dans ma vie, disons. Et je partage tout ça donc sur les réseaux sociaux. Donc déjà, je vous rappelle que Camille Artinueva, donc c'est mon podcast, vous pouvez aussi donc me regarder sur YouTube ici. Et je suis aussi présente sur les réseaux de format court, donc TikTok, Insta, Facebook. Oui, moi j'utilise encore Facebook. Sur les réseaux de format court, je suis quasiment active tous les jours, donc n'hésitez pas à me suivre. J'ai un compte spécialement dédié au chant lyrique qui s'appelle Camille Carmino Mezzo Soprano. Et là, pareil, je suis présente sur ces 4 plateformes aussi très régulièrement. Et j'ai aussi un autre compte dédié aux imitations qui s'appelle Camille Artimitation. Et là, pareil, je suis présente sur les 4 réseaux. Faites pas gaffe, je vais enlever mes lunettes parce que là, je me bats un peu contre la ring light. Alors déjà, le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de travailler. Waouh, super Camille, vraiment, on n'aurait jamais deviné ça. Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas se permettre de laisser une trop grande part de hasard à la scène, au spectacle. Alors c'est compliqué parce qu'à travers cette vidéo, je m'adresse potentiellement à plein de gens différents. Bon, je sais pas qui regardera la vidéo. Et donc, je m'adresse à des gens qui peuvent être dans plein de spectacles différents, avec des disciplines très différentes, que ce soit de la danse, du théâtre, de la musique, tout ce que vous voulez. Et donc, forcément, en fonction de la discipline, en fonction de la forme du spectacle, il y aura plus ou moins de souplesse quant à cette part de hasard. Je pense typiquement au théâtre d'impro. Là, c'est voulu, par définition, qu'il y a une grande part de hasard qui se joue. Mais paradoxalement, c'est calculé quand même, c'est prévu, c'est dans le principe. Et donc, même à travers ça, on ne peut pas se permettre de se dire non mais ça on verra sur scène, ou on verra comment ça se passe, sauf dans certains cas. Pour être un peu plus clair,
Vous ne pouvez pas vous dire non, mais ça, je verrai le moment venu, j'ai pas besoin d'accentuer ça en répétition. Ça marche pas comme ça. Bah, typiquement, ça, je m'en suis beaucoup, beaucoup rendu compte quand j'ai participé à mon premier opéra l'année dernière. Je vais donner des exemples parce que là, c'est un peu flou ce que je raconte. C'est-à-dire que rien qu'au niveau des accessoires. Moi, par exemple, il y avait un moment où je parlais pas, je devais juste tenir deux enveloppes et les donner à d'autres gens dans l'histoire. C'était comme ça parce qu'il y avait un jeu qui était organisé. Moi, je jouais une suivante et je devais juste donner des enveloppes parce que dedans, il y avait des énigmes. Dans La Belle Hélène d'Offenbach, il y a pas mal de jeux de mots comme ça, assez délicieux. Et donc, mes enveloppes, elles étaient en coulisses, à un endroit hyper précis. Tout était calculé. Et vraiment, personne n'avait le droit d'y toucher. Mais au même titre que moi et enfin, plein d'autres gens et moi n'avions pas le droit de toucher à d'autres accessoires qui étaient prévus. Parce que tout était calculé à l'avance. Surtout que là, c'était une fourmilière. Il y avait tellement de monde qui travaillait sur ce projet qu'on ne pouvait pas se permettre de se dire non, mais on verra, on prendra une feuille à l'arrache le jour J et tout. C'est pas possible. Il y a tellement de trucs auxquels on doit penser. Et puis en plus, une fois qu'on est sur scène, même quand on n'est pas extrêmement traqueux, bah quand même, on n'est pas tout à fait dans son état normal que quand il n'y a pas de public. Et donc forcément, on peut plus vite perdre ses moyens, on peut plus vite faire des erreurs. Et donc, c'est important que tout soit au maximum calibré, que tout soit au maximum prévu. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte parce que c'est difficile de parler de généralité parce qu'après ça dépend vraiment du type de spectacle, chaque spectacle est différent. Mais en même temps, je pense que ce que je suis en train d'essayer d'exprimer, ça s'applique à tout. Bon voilà, ce que je viens de dire peut paraître aussi évasif qu'évident, pour autant c'était important pour moi de rappeler tout ça. Deuxième point, celui-là il est extrêmement important, vraiment, assumez ce que vous faites. On vit dans une époque où il y a plein de gens, à la moindre respiration, qui disent ah c'est gênant, machin. Maintenant, le moindre truc qu'on fait, c'est ah c'est gênant. Enfin je dis ça, c'est pas tout le monde non plus qui juge de cette façon, Dieu merci, mais c'est quand même pas mal entré dans les mœurs, surtout chez les jeunes gens. Je fais un peu ma boumeuse en disant ça, mais c'est réel. Ça, clairement, faut vous en cogner, hein, vraiment, sinon il n'y a pas de spectacle, sinon on fait plus rien. Ça, je me rappelle très bien. Je vais vous raconter une anecdote, mais quand j'étais en seconde, j'ai participé à un spectacle de fin d'année parce que j'étais dans une option artistique, j'avais choisi une option musique dans mon lycée. Et à la fin de l'année, il y avait un grand spectacle qui se montait, qui s'appelait Les Chassés Croisés parce que ça croisait plusieurs arbres, en l'occurrence la musique et la danse. Et nous, ce qui s'était passé avec ma classe, c'est que on avait chacun choisi un haïku et on avait dû le mettre en musique, donc soit en composant quelque chose, soit en prenant une musique qui existait déjà, mais c'était très créatif et assez libre. On devait mettre ce petit poème en musique. Moi, bah, je pense que je vous mettrai un extrait vidéo. J'avais choisi de travailler sur les coquelicots de Jules Renard. De toute façon, bah, tout le bestiaire était de Jules Renard. C'était que des poèmes de Jules Renard, il me semble. Et je me rappelle très bien, donc la prof avait dit elle nous avait vu en répète, elle nous avait dit c'est bien en fait, vous connaissez votre truc, mais vous n'assumez pas. C'est comme si vous aviez honte, et si vous êtes dans cet état-là, là vous allez être ridicule. Par contre, si vous assumez à fond, ça va être poétique, ça va être drôle, ça va être délicieux. Et donc de ce fait, il faut vraiment que vous fassiez le truc à fond. Je sais pas comment le dire autrement. Ils éclatent dans le blé comme une armée de petits soldats, mais d'un bien plus rouge. Ils sont inoffensifs, leur épée c'est un épi. C'est le vent qui les fait courir, courir. Et chaque coquelicot se tape quand il veut au bord du sillon, avec le bleu et sa palisse. 99% du temps, quelque chose qui est gênant, c'est quelque chose où on ressent un minimum de honte chez la personne. Et comme on ressent ça, et bah de fait, on a honte pour elle et ça fait un effet boule de neige. C'est ça qui crée le sentiment de gêne. Et donc, c'est très important sur scène d'assumer à fond ce qu'on fait. Tant pis si c'est pas parfait, tant pis s'il y a des couacs, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, et on en parlera juste après, mais c'est pas grave. L'important, bah, c'est ça le spectacle vivant. Il y a vivant.
Et donc, par définition, c'est normal que ça soit pas absolument parfait parce que on fait ça avec des corps humains. Je sais pas comment dire ça, c'est un peu glauque dit comme ça, mais c'est réel. Et donc, il faut absolument aller le plus possible contre ça, contre cette gêne qu'on a tendance à avoir, je veux dire. Et je parle de ça justement, peu importe que ce soit dans un contexte professionnel ou un contexte entre guillemets amateur, mais justement la frontière est pas toujours si évidente que ça, et on en parlera aussi après dans la vidéo. Ça, on s'en cogne, hein, vraiment, on s'en cogne. Vous faites votre truc à fond, qui est 10 personnes ou 2000 personnes, vous vous en foutez, hein, clairement. Il faut vraiment que vous preniez très au sérieux ce que vous faites. Oui, voilà, c'est ça, en fait, l'idée de fond. Et que vous alliez au bout des choses, parce que sinon, ça va être un gênant. Troisième conseil que je peux donner, ayez absolument confiance en votre capacité de vous rattraper. Par définition, là, le sujet de cette vidéo, c'est le spectacle vivant. Donc c'est inévitable qu'il y ait des couacs, qu'il y ait des petits problèmes, qu'il y ait des trous de mémoire éventuellement. C'est inévitable. Même chez les plus grands professionnels, quel que soit l'art qu'on aborde, ça arrive. Pour ma part, dans le chant lyrique, qui est quand même un milieu très exigeant, où on ne va pas se mentir, par exemple quand il y a un grand opéra qui se monte, le public attend a priori quelque chose de parfait. Nathalie Dessay décrit très bien ça, elle décrit très bien toute cette pression de fait qui découle de cet attendu implicite, mais qui est vraiment présent. Et donc c'est totalement logique qu'il y ait des petits problèmes sur scène. Alors il faut faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, et ça se prévoit. Pour autant, il y a toujours une zone énorme d'incertitude quand même. Et ça, donc avant, moi je me mettais beaucoup de pression par rapport au chant lyrique, je me disais mais non, les pros ils se trompent jamais, etc. Et moi il faut absolument que j'arrive à ça. Et donc dès que j'avais un trou en répète ou quoi que ce soit, je m'auto-flagellais intérieurement. Et je me suis rendu compte que certes, alors les pros, comme la plupart du temps, ils connaissent extrêmement bien, ne serait-ce que leur texte, il n'y a pas en principe trop souvent ce genre de soucis, mais quand même, ça se produit, ça arrive. Pour vous raconter une autre anecdote, Père Castor, raconte-nous une histoire. Et bien une fois j'étais à l'opéra, je suis allée voir Sabine Devielle, immense chanteuse lyrique. Elle faisait un récital et à un moment donné, elle a démarré trop tôt dans son morceau. Et elle a tout arrêté, elle a dit «Oh, excusez-moi, on va recommencer». Sabine Devielle en personne. Et j'ai un proche dans mon entourage qui m'a dit, un proche dans mon entourage, ça fait un peu pléonasme, enfin, j'ai un proche qui m'a dit, il y a que les grands qui savent se tromper comme ça. Et je suis d'accord. Je vois totalement pourquoi il a dit ça. Et encore une fois, l'année dernière, donc quand j'ai participé à La Belle Hélène, le metteur en scène, dès le départ, nous a dit, vraiment, vous venez tous vous avez tous des CV, des historiques entre guillemets différents, chacun, parce que bon, il y avait des chanteurs pros, il y avait des rôles étudiants, ce qu'on appelle des rôles étudiants comme les miens, donc avec des petits rôles quoi, où il n'y a pas énormément de texte, etc. à apprendre. Et il nous avait dit ça, et il nous avait dit, peu importe voilà d'où vous venez, votre carrière, tout ça. Vraiment, n'oubliez pas que vous devez toujours déjà vous respecter les uns les autres. Et puis, si jamais il y a un copain qui oublie une réplique, et vous l'aidez, vous improvisez, tant pis. Après, ça va revenir, mais vous aidez, vous restez pas passif. Pour ma part, une des choses qui me stresse le plus donc par rapport au chant lyrique, c'est d'oublier mes paroles. Ça fait partie des choses qui m'angoissent le plus. Et maintenant, de plus en plus, je me dis, si jamais par malheur ça arrive, t'inventes, c'est pas grave. Admettons, tu chantes en allemand, tu fais non, 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 t'inventes des mots, je sais pas, t'inventes un truc, mais c'est pas grave, tant pis. Et ça arrive, ça, de faire ça, plus souvent qu'on ne le croit, et même chez des très très grands chanteurs. Une autre chose dont j'aimerais parler, qui là aussi peut paraître assez bateau, mais sur laquelle j'aimerais pour autant lourdement insister, il faut rester extrêmement concentré. Alors, autant il faut pas s'auto-flageller pour des micro-erreurs, ça c'est ce qu'on a dit avant. Cela dit, il faut vraiment apprendre à rester très très concentré, et ça commence déjà bien avant le spectacle. On peut avoir tendance à penser qu'il n'y a que sur scène qu'on doit tout donner, et que dès qu'on n'est pas sur scène, comme on n'est pas dans le champ des spectateurs, là on peut se relâcher et tout. C'est vrai dans une certaine mesure. Évidemment, voilà, vous pouvez boire un coup, parler, enfin chuchoter éventuellement avec les autres, etc. Pour autant, il faut vraiment faire extrêmement attention de ne pas se déconcentrer parce que ça vient très 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 vite. Je l'ai déjà expérimenté, c'est un énorme piège. Bon déjà, avant le début du spectacle, il faut faire attention de ne pas avoir des sources de distraction trop grandes. Je vous dis pas de vivre comme dans une abbaye, pour autant, je pense qu'il faut éviter voilà, d'avoir trop de sources de distraction qui peuvent susciter donc, des émotions trop fortes et donc encore une fois déconcentrer. Déjà, il y a ça. Et puis, il y a non seulement avant d'aller sur scène, il faut être vraiment très concentré, j'arrête pas d'employer ce mot sur ce qu'on va faire, mais aussi quand on revient.
Ça va moins de soi, et pourtant c'est très important. Quand on revient en coulisses, il faut là aussi vraiment rester dans ce qu'on a fait. Peu importe que le spectacle soit un spectacle en lien avec du théâtre ou pas, quand on est sur scène, on est un personnage à part entière. On ne se présente pas comme l'individu qu'on est dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on va sur scène, sauf si ça fait partie du spectacle, on va pas faire coucou à ses parents qui sont dans la salle ou je ne sais quoi. On va sur scène en tant qu'artiste. C'est une étiquette totalement différente. Et il faut faire très attention de garder cette étiquette aussi quand on revient en coulisses, de la même façon qu'on doit l'avoir avant même d'aller sur scène. Ça, c'est un collègue qui avait dit ça l'année dernière à l'opéra, j'avais trouvé ça très juste. Il avait dit vraiment, je reste dans mon personnage, non seulement quand je quitte la scène, mais vraiment jusqu'à ce que je sois dans les pendrillons, donc les pendrillons c'est une partie des coulisses, et même quand je suis dans les pendrillons, vraiment, il y a quelques secondes qui se produisent avant que je redevienne l'individu que je suis, quoi. Et il a totalement raison. Bon, déjà, ça évite de se disperser, de s'auto-disperser. Et puis, comment je peux dire ça? Et puis, bah, on sait jamais. Bon, a priori, il y a une délimitation claire au niveau de ce que voit le public par rapport à ce qu'il peut voir, à ce qu'il peut apercevoir sur la scène. Pour autant, bah, on sait jamais, je sais pas, admettons, vous allez en coulisses, si le public vous voit arriver, faire «Ah, ça y est, j'ai joué ma scène», même s'il y a une toute petite partie, 2 personnes, je sais pas, qui sont beaucoup sur le côté et qui fait que par rapport à l'angle de vue, on vous voit faire ça, bah, c'est super, quoi, vous avez niqué tout le truc, quoi. Désolée de parler comme ça, mais vous avez déconstruit, tout le spectacle et tout l'imaginaire du public, c'est là que je voulais en venir. Et donc voilà, il faut faire très attention à ça, et même quand on se concentre, faut vraiment veiller à pas se déconcentrer, si je puis dire, parce que ça vient très 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 vite. Moi, il y a une fois comme ça où j'ai failli louper une entrée, parce que juste avant vraiment d'y aller, j'ai juste divagué, mais une seconde, où j'ai pensé à un autre truc, juste une seconde, j'ai failli ne pas rentrer sur scène. Ça m'est arrivé une fois. Et voilà, ça vient très très vite, ça, donc faut faire vraiment attention. Un autre conseil que je peux donner, et il est beaucoup en lien avec tout ce que je viens de dire, soignez vos entrées et vos sorties. Moi, je pense notamment aux saluts. On croit que les saluts, c'est quelque chose de secondaire où justement il s'opère une espèce de relâchement parce que ça y est, le spectacle est fini. C'est vrai, ça doit être vrai, mais dans une certaine mesure. Il n'y a rien de plus laid, vraiment de plus décevant qu'un spectacle qui se finit par des saluts dégueulasses, qui sont pas soignés, où les gens sont pas ensemble, où on sait pas qui rentre, qui sort, c'est nul de faire ça. Alors oui, quand il y a les saluts, ce que j'évoquais là, donc la distance entre le personnage qu'on incarne sur scène et ce qu'on est dans la vie, j'allais dire la vie réelle, donc ce qu'on est en tant qu'individu, là, la frontière, quand même, disparaît en quelque sorte. Mais pas complètement, c'est-à-dire que quand on revient pour les saluts, on n'est pas non plus en tant qu'individu dans la vie de tous les jours, parce que justement, on doit quand même garder cette prestance, pardon, artistique. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Donc venir faire des saluts en faisant coucou, éventuellement en faisant des bisous, quand on a un certain niveau, parce qu'avant ça peut faire un petit peu prétentieux, mais bon, pourquoi pas. Oui, par contre, il faut quand même soigner ses saluts, respecter ce qu'on a dit avant, et justement, en amont, il faut avoir défini des saluts bien précis, dire bah voilà, c'est vous qui rentrez d'abord, après c'est toi, on salue tous en même temps, on reste bien. Je rappelle que des saluts, normalement, en tout cas dans le chant lyrique, c'est comme ça, enfin dans la musique, quand on se baisse, on reste 3 secondes baissé, et après on remonte. Et de même que pour ce qui est des entrées, bon, ça je l'ai déjà dit, mais il faut vraiment faire attention de rester dans son personnage d'être dans son personnage avant de rentrer sur scène, et aussi quand on retourne en coulisses. Un autre conseil que je peux donner, c'est de ne pas décrédibiliser ce qu'on fait sous prétexte que notre spectacle n'est pas officiellement un spectacle professionnel. Ça m'est parfois arrivé alors pas de décrédibiliser ce que je faisais, mais de trop accentuer le fait que officiellement j'étais pas pro et que c'était un spectacle amateur, et presque de m'excuser de faire ça. Et c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire, parce que la frontière dans le monde artistique entre amateur et pro, elle est quand même assez fine. C'est-à-dire que quand même, on va pas se mentir, la seule différence, officiellement, c'est l'argent. Si vous êtes payé pour faire ce que vous faites, bah c'est votre métier, même si c'est le temps d'une soirée, c'est votre métier le temps d'une soirée. Et donc, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que des fois, il y a des spectacles extrêmement bien conduits où les gens ne sont pas payés. Et à l'inverse, il y a des spectacles où les gens sont payés, et le niveau avec les amateurs que j'évoquais précédemment est pas si différent que ça. Des fois, il y a des spectacles amateurs qui peuvent être très très bons,
Et la seule différence, encore une fois, avec les spectacles pro, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui rentre en jeu. Mais des fois, c'est la seule, vraiment la seule. Et donc, même quand on fait quelque chose où on n'est pas payé, il faut vraiment prendre ça très au sérieux et faire le truc à fond. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous faites un spectacle où vous n'êtes pas payé que vous faites un spectacle de kermesse, avec tout le respect que j'ai pour les kermesses. Mais ce terme est souvent employé de manière péjorative pour justement décrédibiliser les gens, pour décrédibiliser les artistes. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, j'en parle beaucoup sur mon compte de chant lyrique, mais le chant, la musique, tout ça, c'est un milieu tellement particulier qui fait que vous pouvez avoir énormément de diplômes et ne jamais voir votre carrière décoller. Et à l'inverse, vous pouvez avoir moins de diplômes et avoir une très belle carrière. C'est des métiers qui n'ont rien à voir avec des métiers entre guillemets classiques comme ingénieur, par exemple. Si vous n'avez pas votre diplôme d'ingénieur, vous ne pouvez pas exercer. Enfin, en tout cas, je crois. J'espère que mon exemple est bon, mais je pense que vous avez compris l'idée. Les milieux artistiques, ça marche pas comme ça. C'est ce qui crée d'ailleurs souvent vraiment beaucoup d'incertitudes chez les artistes, mais en même temps, c'est ce qui donne aussi cette liberté, et cette liberté de se prendre au sérieux. Se prendre au sérieux, ça veut pas dire être prétentieux, ça c'est encore autre chose. Se prendre au sérieux, ça veut dire offrir un spectacle de la plus grande qualité qui soit. Et même quand on n'est pas payé, son spectacle mérite d'être vu, et son spectacle peut être de grande qualité, il faut pas l'oublier. Aussi, il y a énormément de possibilités, pour peu qu'on ait un minimum d'inventivité, pour ce qui est de créer un spectacle. Vraiment. Et enfin, dernier conseil que je pourrais donner, on va dire que c'est un conseil bis par rapport au conseil que j'ai donné juste avant, mais on peut faire un spectacle vraiment dans de tout petits espaces. Voilà, on va plus aborder l'espace. Moi, c'est vrai qu'encore une fois, avant, naïvement, je me disais non, mais là, c'est même pas une grande salle, c'est tout petit et tout, ça vaut pas grand-chose, ce que je suis en train de faire. Non, non, faut vraiment pas penser comme ça. Je vois ça de plus en plus dans le théâtre, c'est que il suffit vraiment pas de grand-chose pour avoir une scène. J'ai découvert il y a environ 1 an et demi que des fois, il y a des particuliers, pour peu qu'ils aient un appart plutôt grand ou une maison plutôt grande, qui font venir, qui payent vraiment des comédiens pour venir chez eux. Alors, c'est pas non plus une troupe de 50 personnes, mais c'est quelques personnes, je sais pas, 3-4 personnes. Et de cette façon, les comédiens jouent une pièce chez des particuliers. Et donc, c'est déjà une scène, même s'il n'y a pas de scène à proprement parler, parce que voilà, il n'y a pas une espèce d'estrade en bois assez haute, etc. Il n'y a pas de coulisses, il n'y a rien de tout ça. Mais on peut se démerder, apporter, je sais pas, moi, des espèces de panneaux, des trucs, et faire une scène. Finalement, c'est ça qui est passionnant dans le spectacle vivant, c'est qu'il y a toujours ce côté assez enfantin qu'on peut faire quand on est petit, où on peut juste prendre, je sais pas, des draps, des choses, et puis jouer aux marionnettes, ou faire un spectacle dans le salon de ses parents, là. On garde cette espèce de naïveté, mais il faut pas avoir peur justement d'aller au bout de cette naïveté, j'ai envie de dire. Et ça, j'en ai pris conscience il y a pas très longtemps. Donc il y a cet exemple-là de jouer chez des particuliers. Un autre truc que j'ai découvert, ça c'était il y a 2 ans, c'est toujours là chez les comédiens, je vois ça beaucoup dans le théâtre moi, c'est le fait de faire du théâtre dans des caves. Il y a ça à Dijon maintenant, il y a des caves aménagées en des petites scènes. Alors voilà, c'est pas des grandes scènes encore une fois, mais c'est des caves spécialement aménagées pour recevoir du public, et ça peut être vraiment des bonnes petites salles quoi, pour présenter des choses intéressantes. Pour la musique, je sais pas ce que ça donne au niveau de l'acoustique, mais en tout cas pour le théâtre, ça passait très bien. Et pour donner un dernier exemple, et assez original en plus, par rapport à toute cette inventivité et en même temps cette simplicité au niveau de l'espace, donc moi j'ai une amie qui est poétesse, qui est écrivaine, et qui a pour habitude de lire ses textes en public, en étant souvent accompagnée par un ami musicien qui joue du luth, de la guitare ou autre chose. Et il n'y a pas très longtemps, donc pour leur dernier spectacle, puisque c'est un spectacle, ça a eu lieu chez des particuliers, où ils avaient une pièce suffisamment grande pour organiser ça, et donc ça a eu lieu chez des particuliers, où ils ont présenté, voilà, elle a présenté ses textes, toujours en étant accompagnée. Il y avait des chaises qui étaient installées de façon à ce que ça fasse un public classique, quoi, dans une configuration assez classique d'une salle de spectacle, et voilà, donc aussi, il y a énormément de possibilités, pour peu qu'on ait un minimum d'inventivité, pour ce qui est de créer un spectacle. Vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'en y réfléchissant, je pourrais donner pas mal d'autres conseils, mais bon, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'un jour, je sortirai une partie 2. Si vous avez des choses qui vous sont venues à l'esprit, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, toujours dans la bienveillance et le respect, sinon ça jarte. De manière générale, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo, ça aiderait beaucoup mon algorithme. Par ailleurs, en dehors de mes 3 comptes donc, que j'ai évoqués au tout début de la vidéo,
J'ai un tout dernier compte que je n'ai pas évoqué, qui s'appelle Sophie en quête, en 3 mots, et dessus, j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Ce compte se détache vraiment de toute ma patte artistique, comme j'aime l'appeler.